Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En République démocratique du Congo, alors que la nomination d'un nouveau gouvernement se faisait attendre, c'est l'affaire de l'ambassadeur italien dans le pays qui occupe l'actualité. Luca Attanasio a été tué dans ce qui semble être une embuscade dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays, près de la frontière avec le Rwanda. Il était dans un convoi du Programme alimentaire mondial PAM et a trouvé la mort en même temps que son garde du corps italien et un chauffeur congolais du PAM. Ce drame, dont visiblement on ne sait tous les contours, a fait réagir les autorités italiennes qui demandent que toute la lumière soit faite sur cette affaire, mais aussi les autorités congolaises. Ces derniers ont décidé que des diplomates accrédités à Kinshasa devront désormais faire connaître au préalable aux autorités leur déplacement à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mais pour la veuve de l'ambassadeur tué, le sort réservé à son mari serait dû à la trahison d'un proche qui connaissait les faits et gestes du diplomate RD Congo, assassinat de l'ambassadeur italien. Qui sont les commanditaires de ce crime odieux? C'est le thème de l'émission du jour. Bienvenue à tous et bonjour. Avec nous aujourd'hui, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes journaliste et également analyste politique. Face à vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Alphonse Moïsoudé, ma première question est pour vous. En RD Congo, on parlait politique, puisque depuis, on va dire que le président Félix Tshisekedi a rebattu les cartes. C'était l'actualité, mais on est surpris quelque peu par l'assassinat d'un ambassadeur à l'intérieur du pays. Je crois que nous avons déjà dit sur ce plateau, il ne s'agira pas seulement de régler les problèmes politiques. Vous avez constaté qu'au niveau des gouverneurs des différentes régions, il y a eu des mouvements. On avait placé des hommes expérimentés dans l'armée. C'était pour contenir la rébellion. Mais malheureusement, vous savez très bien que dans cette région, il y a une centaine de groupes armés qui circulent librement dans cette zone, malgré les efforts du président Tshisekedi de coordonner les actions militaires. On ne peut pas tout prévoir. Encore que c'est une route qu'on a autorisée, on a permis aux gens de circuler. Mais la question qu'on se pose, c'est bon, pourquoi un convoi si important n'est pas gardé? D'habitude, dans ce pays, quand les convois veulent circuler, je crois qu'ils sont bien gardés. Je me dis, bon, quelque part, il y a une faille. Il y a une faille et les gens en ont profité. Est-ce que initialement c'était pour assassiner ou bien c'était un enlèvement? Je crois que la suite des événements nous dira ce qui s'est réellement passé. Alors, Lamine Cissé, visiblement, ou selon les informations recoupées, il s'agirait d'une tentative d'enlèvement qui aurait mal tourné. Déjà, est-ce que c'est surprenant qu'on en vienne quand même à abattre une personnalité de ce rang, quasiment le représentant d'un État dans un autre? Oui, parce qu'en fait, ça devient bizarre, d'autant plus que eux, ils sont protégés. Eux, ils sont protégés, contrairement aux populations qui meurent chaque jour. Tout à fait. Et c'est le tollé autour de cela qui montre un peu que peut-être que... Je dirais d'abord au départ, paix à son âme, à son excellence Lucas Attanasio, paix à son âme, puisque personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Mais quand on est dans un contexte où les assassinats sont massifs, il faut savoir de 1999 à 2003, les gens ont estimé à plus de 5 millions de morts dans cette zone de l'Afrique. 5 millions de morts. Mais ça n'émeut personne. Hein? C'est comme quand on viole, on tue, on assassine, on enlève. Bon, la presse occidentale en fait cas d'une façon brève, quoi, et ça passe. Mais quand c'est un ambassadeur, c'est que c'est le pays, l'autre pays qui est touché.
C'est pas normal parce que tout simplement, ils sont sécurisés dans le pays où ils sont. C'est pourquoi les responsabilités sont situées de part et d'autre. Mais je dirais, nous étions dans une dynamique d'insécurité. Et personne n'est à l'abri de cette insécurité dans ce Nord Kivu là. Et si vous comprenez que les groupes rebelles sont nombreux, et c'est tous les pays limitrophes qui utilisent ce pays-là comme base arrière. Alors, on parle évidemment du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. C'est une zone où pas un jour ne passe sans qu'on ne mentionne une attaque, peut-être des populations qui sont prises pour cible par des milices. Pourquoi est-ce qu'une personnalité de ce rang-là circule, on va dire, en griffe dans des véhicules banalisés? On parle du programme alimentaire mondial, visite d'une école, mais c'est quand même une personnalité de haut rang. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre plus de dispositions? Déjà, est-ce que, selon vous, l'État central était au courant du déplacement de l'ambassadeur italien? Vous savez, l'assassinat du diplomate, c'est vrai que personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ce diplomate est plus important que tous ceux qui ont été tués une fois dans ce pays. Pourquoi on ne parle pas du chauffeur congolais qui a été tué? Pourquoi on ne parle pas de son gars? C'est uniquement de lui qu'on parle. Pourquoi? Peut-être à cause du titre qu'il porte. On s'en fout du titre. Mais pourtant, des millions de Congolais sont tués. Chaque jour, on tue, on viole, mais personne ne dit rien. Cela prouve que l'Occident n'est pas prêt à aider Tshisekedi à régler son problème. Maintenant qu'un de leurs ambassadeurs a été touché, tout le monde en parle. Je dis, est-ce que je me suis posé la question. Parce qu'on dit chaque fois les convois sont protégés. Pourquoi cette fois-ci ça n'a pas été fait? Parce qu'il n'a pas été tué à l'intérieur du véhicule. Hein. On l'a sorti. Ça veut dire que c'est un enlèvement qui a mal tourné. Et les rebelles qui l'ont enlevé ne connaissent pas son statut. C'est pas écrit sur son front qu'il est ambassadeur. Eux, ils ont vu un blanco, ils ont enlevé un blanco. Et c'est quand les autres ont voulu réagir qu'on a tiré sur lui. Donc, tout ce qui... la ministre l'a dit, la zone est une zone d'insécurité. Et les rebelles, ils ne font pas de différence entre un blanco et un noir. Et quand ils veulent enlever des gens, ils enlèvent tout le monde. Donc je voudrais que désormais, certainement qu'ils n'ont pas donné leur itinéraire à l'État central pour qu'on leur donne une forte sécurité. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas venir chez les autres circuler comme on veut. Quand vous allez dans une zone d'insécurité, vous savez que les 4 zones là, le Nord Kivu, le Sud Kivu et les autres, sont des zones d'insécurité. Et en tant qu'ambassadeur, quand vous voulez faire un déplacement comme ça, vous devez informer qui de droit. Tout au moins le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ou tout au moins le ministère de la Défense, pour qu'on vous donne ce qu'il faut. Est-ce que la mission officielle qu'on nous annonce, est-ce que c'est réellement ça qui va être fait? Parce que si c'était une mission officielle, visiter un projet, vous devez informer l'État central pour dire, par rapport à nos activités, nous avons fait des investissements, je voudrais aller contrôler. Malheureusement, moi je dis, est-ce que ce n'est pas une mission suspecte? Parce que si c'est une mission vraiment officielle, on devait informer qui devra. Donc là, c'est vrai qu'on ne se réjouit pas, mais cela prouve que même le président Tshisekedi ne peut pas maîtriser la sécurité. Parce qu'on dit, pour maîtriser la sécurité dans cette zone, il faut que les problèmes politiques des 4 pays, Rwanda, Burundi, Ouganda et Centrafrique soient réglés. Tant qu'on ne va pas pacifier ces 4 pays-là, parce que les rebelles ne sont pas seulement des Congolais, ils sont des Rwandais, ils sont des Burundais, ils sont des Centrafricains. Donc il faut d'abord aider à régler les autres problèmes, parce que les autres trouvent refuge au Congo. Et ils ont besoin de moyens pour s'alimenter, ils ont besoin de moyens pour nourrir leurs troupes. Donc eux, ils sont dans un régime d'enlèvement, mais malheureusement ça a tourné au vinaigre et l'ambassadeur a pris une balle dans l'abdomen. Le temps qu'on ne le sauve, bon, il s'en est allé. Donc il va falloir que l'Occident aide le président Tshisekedi à pacifier son pays, si tant est que l'Occident veut toujours opérer dans cette zone-là. Doit-on attendre une aide de l'Occident pour pacifier la RD Congo? Vous savez, la mission de maintien de la paix se pose. En RD Congo, ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans, bientôt 21 ans, qu'il paraît que nous avons plus de 17 000 hommes troupes sur le sol qui consomment plus d'1 milliard de dollars par an. Et ça veut dire que moi je pense que c'est la rationalisation ou l'objectivité de cette mission. On devait revoir. Au lieu de dépenser 1 milliard, plus d'1 milliard pour maintenir des troupes
l'argent du contribuable, c'est vous, votre argent et notre argent qui contribuent d'une manière globale à cotiser pour on règle même pas le problème, hein. On dit c'est maintien de la paix. Moi, je préfère dire on règle, c'est-à-dire résolution des conflits. Parce qu'en fait, il l'a dit, mon co-débatteur, maintien de la paix en RDC ne peut se faire tant que les autres pays, on ne les pacifie pas. Et les missions de maintien de la paix ne sont pas dans cette dynamique. Ils sont là à 20 ans. Évalués, plus d'$1 milliard par an. Tu sais, $1 milliard, tous court, ça fait 500 milliards de francs CFA. Pendant 20 ans, ça fait combien? Est-ce que cette cagnotte-là ne permettrait pas à la RDC d'avoir une armée républicaine redoutable, très puissante, pour pouvoir pacifier, c'est-à-dire que d'une façon endogène, créer les conditions de sécurité interne? Donc il ne faut rien attendre. Non, mais ils ne sont pas prêts à régler le problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la même mission, parce que c'est la plus grande mission, une des plus grandes missions de maintien de la paix dans le monde. Hein. Au monde, tout à fait. J'ai l'impression que c'est une dynamique de même mise, excusez-moi, hein, de l'extérieur sur la politique de nos États. Parce qu'il y a d'autres solutions. Tout l'argent qu'on dépense là, je voudrais avoir sur le sol, quels sont les militaires qui sont formés? Est-ce qu'ils sont évalués? Ils sont au nombre de combien? Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vraiment, c'est tout cet argent. Vous prenez seulement moins, c'est-à-dire les 1/3 de cet argent-là. Le Congo, la RDC allait se doter d'une armée puissante capable de régler les problèmes de sécurité. Et les 20 années également, l'argent dépensé pouvait aider à pacifier tous les autres pays également et leur doter de moyens suffisants, de créer des gouvernements crédibles, etc. Mais ils ne sont pas dans cette dynamique. Ils sont dans une dynamique de maintenir ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique et pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, leur suprématie. C'est tout simplement cela. Parce que, regardez l'émotion par rapport à la mort d'un ambassadeur, parce que tout simplement, il y a peut-être une âme qui est différente des autres âmes, mais il y a toujours des crimes dans cette zone-là. C'est comme si c'est un sport national, quoi. Ça passe inaperçu. C'est ce qui est dramatique. Alors, par rapport à la mort de l'ambassadeur italien, sa veuve a estimé qu'il aurait été trahi, qu'il a été trahi par quelqu'un qui nous est proche de notre famille, quelqu'un qui connaissait ses déplacements, qui l'a vendu et qui l'a trahi. Une première sortie auprès de médias italiens qui appellent quand même quelques questionnements. Déjà, votre lecture de cette sortie de la veuve. Ça me réconforte dans ma position. Qu'allait-il faire là-bas? Parce que si c'est vraiment un ambassadeur qui représente un pays, c'est un ambassadeur qui représente l'Italie. Vous êtes chez moi, dans mon pays. Vous voulez aller dans une zone dangereuse, dans mon pays. Le moindre réflexe, c'est d'informer l'État central. L'itinéraire autorisé. Vous l'avez dit, le chemin n'est pas dangereux. Mais il n'est pas n'importe qui. Vous voyez comment, quand on l'a tué, comment il y a un tollé. Ça veut dire quoi que... c'est vrai, je ne sais pas de quelle information dispose sa femme. Maintenant, elle veut trouver un bouc émissaire. Ça veut dire quoi? Qui c'est qui a donné? Donc, elle connaît celui qui a donné l'ordre pour qu'on aille tuer son mari. Moi, je dis, au-delà de ces affirmations, l'ambassadeur devrait se faire protéger. Tant que il travaille pour son pays. Il a un garde du corps. Il a demandé de la sécurité supplémentaire. Cela ne lui a pas été octroyé par son État. Il a demandé à son État. Est-ce que, quand même, il est au Congo. C'est aux Congolais de lui assurer sa sécurité. Parce que l'Italie, est-ce qu'un seul gars peut il savait très bien que la zone est dangereuse. Moi, disons les choses clairement. Vous savez que la zone est dangereuse. Vous voulez vous rendre dans la zone. Vous devez prendre vos précautions. Mais malheureusement, je crois que la police congolaise doit pouvoir écouter sa femme pour qu'elle donne le reste des informations. Parce que si elle dit avec précision qu'il a été trahi par un de ses proches, ça veut dire qu'entre eux, ils ont des comptes à se régler. Est-ce que c'est des comptes de trafic? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo est un pays suffisamment riche et que ces gens-là ont décidé de mettre... On a l'impression que vous portez des accusations. De quoi parlez-vous concrètement? Je ne parle pas d'accusations. Je dis, est-ce qu'il allait en mission officielle?
Il parle au conditionnel. Visiblement, c'est pour visiter une école. Mais est-ce qu'il a demandé l'autorisation avant d'y aller? C'est pas parce que c'est en Afrique qu'on doit faire le désordre. Il était dans une mission du Vous ne pouvez pas, un ambassadeur africain ne peut pas se rendre en France, se promener comme il veut, sans que au moins le ministère des Affaires étrangères soit informé. Donc je dis, qu'allait-il faire là-bas? Était-ce une mission officielle? Est-ce que l'État congolais était informé? Si l'État congolais était informé et que l'État ne lui a pas mis à disposition les moyens, on pourrait dire que l'État est complice de son assassinat. Mais il n'a pas demandé. Quand j'ai lu les trucs, je n'ai pas vu quelque part, on a dit que l'ambassadeur aurait adressé une demande de renforcement de sa sécurité. Donc ça pose des problèmes, pas politiques, mais ça pose des problèmes d'intérêt économique. Alors, je crois que j'ai appris que aussi le protocole d'État était un peu étonné de l'itinéraire là, parce qu'il n'était pas informé de cet itinéraire. C'est un autre itinéraire qui a été mis à leur disposition, et l'ambassadeur avait dit qu'il allait renoncer à l'itinéraire là, mais eux ils étaient surpris de le voir sur le terrain. D'après si les informations sont confirmées. Alors je crois que il y a matière à extrapoler quand même, parce que nous avons vu par ailleurs des missions au Congo qui sont des missions secrètes, quelquefois, qui n'obéissent pas à certaines règles diplomatiques. Et beaucoup de gens sont en train de dire que peut-être que c'est les mines qui attirent des missions secrètes. Moi, je ne le dis pas, mais il faut laisser libre cours aux gens de spéculer, puisque tout est possible dans cette zone-là. D'autant plus que les tueries sont laissées, comme si c'est fait exprès, de laisser les gens tuer les pauvres innocents. Mais quand on touche à des cheveux, n'est-ce pas, de personnes qui sont des gouvernants, ça fait tout un tollé. Nous avons vu par ailleurs en Méditerranée, les gens sont en train de mourir dans la mer, mais ça ne fait pas un tollé. Mais quand on tue une personne qui fait partie des grands et puis dans une zone où nous avons le monde entier, les Nations Unies, tout le monde est là. Tout le monde est là. Je crois que les responsabilités sont entièrement partagées. Alors, le diplomate, moi je le tiens un peu responsable, si tant est que la mission n'a pas été officiellement, n'est-ce pas, fixée. Et ensuite, si jusqu'à présent, après 20 ans, nous assistons toujours aux assassinats en RDC, ça pose un problème. Donc je crois qu'il faut que l'Union africaine essaie de revoir nos institutions continentales et puis régionales, essayer, n'est-ce pas, de voir et être beaucoup plus pragmatique sur le terrain. Parce que tu vois, ces missions-là, ça engrange beaucoup d'argent. Tout à fait. Ça permet aux gens de vivre dans l'opulence. Ça permet dans d'autres zones aux gens de faire des trafics, n'est-ce pas, de s'enrichir autrement. Donc il y a derrière tout ça là un certain lobby qui n'a pas intérêt à ce que tout soit calme. Voilà, que ça soit comme ça et que cette mission soit là, parce que eux ils en tirent profit. Je dis, il y a des gens qui se sont énormément enrichis de ces missions là. Ils ne touchent même pas leur salaire parce que ça les intéresse pas. Ils sont dans des affaires de diamants, etc., etc. Et ils utilisent quelquefois leur privilège, les passeports diplomatiques, beaucoup de choses pour pouvoir aller dans des zones où, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas une protection ne peut pas y aller. Donc, il faut franchement faire des analyses. Ça, là, il faut analyser les causes et les conséquences. Parce que les causes sont profondes. Et quelles sont les solutions endogènes et les solutions exogènes? C'est ça qu'il faut mettre sur la table et dire d'une façon définitive. Et ce rôle, il faut que Tshisekedi, le nouveau président, c'est pourquoi j'ai dit, il a un challenge. Le challenge, c'est pas qu'il faut former le gouvernement, il faut mettre Kabila dehors. Il y a un challenge beaucoup plus important qui est lié d'abord à la sécurité, qui est lié, n'est-ce pas, au contrôle de l'économie, des ressources du Congo. C'est le plus grand challenge. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du cinéma. Pour le moment, moi, je n'ai pas vu le Congo sortir de l'ordre. Il faut que je vois concrètement. Mais pour le moment, former le gouvernement, tout ça là, j'attends de voir.
concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? Et ce travail-là, ce n'est pas une seule personne qui peut le faire. Ce travail-là, ce n'est pas les Congolais seulement qui doivent le faire. Il faut que l'Afrique se mette debout, ensemble avec les autorités congolaises pour aider le Congo. Parce qu'en aidant le Congo, on règle le problème de la sous-région. Et si le problème de la sous-région, ça va avoir, n'est-ce pas, un impact certain en Afrique, dans la gouvernance africaine. C'est extrêmement important. Mais tant que cette zone-là est là, en train d'être dans la main des bandes armées, des pilleurs, des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles, ne sont pas encore sortis de l'eau. Alors, votre lecture de la sortie de sa femme? C'est-à-dire que je ne suis pas en train de rejeter ce que la femme a dit. Hein. Évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait dire ça. Je ne peux pas le rejeter du tout. Mais peut-être que c'est une piste qu'il faut exploiter. Et qu'il faut explorer en disant que nous avons été trahis. Mais trahis par rapport à quoi? Pourquoi l'autre a trahi? Je crois que le gouvernement congolais doit voir cette piste-là aussi pour savoir réellement ce qui s'est passé. En Italie aussi, on a ouvert une enquête pour séquestration de personnes à des fins terroristes sur la presse italienne. C'est normal que... Non, écoutez, l'Italie défend son citoyen. Ça a toujours été comme ça dans les pays occidentaux. Ça veut dire que l'Italie s'apprête à envoyer au Congo une mission d'enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais tant qu'on ne va pas se décider, parce que il ne faut pas régler au cas par cas. Il faut régler le problème dans sa globalité. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a les 4 pays qui sont autour du Congo. Il faut que ces 4 pays-là s'associent au Congo et qu'on trouve des stratégies durables. Parce que l'Italie va envoyer sa mission et il faut venir faire les enquêtes. D'accord, mais pourquoi l'Italie n'aide pas, par exemple, le Congo et les autres pays à régler la crise? Parce que c'est pas toujours attendre qu'un de vos concitoyens soit touché pour vous le... Moi, je n'ai jamais entendu les efforts faits par l'Italie pour pacifier la zone. Donc, il va falloir que, au-delà de cet assassinat, que tout le monde s'asseye, notamment l'Union africaine. Il faut que les Africains se réfléchissent pour dire, si nous arrivons à pacifier cette zone, ça va régler beaucoup de problèmes en Afrique. Parce que vous voyez, le Congo, le malheur du Congo, ce sont ses ressources. Parce que les Rwandais viennent s'équiper là, ils viennent exploiter les ressources. Parce que pour nourrir une rébellion, il faut les moyens. Ah ouais. Il faut les moyens. Et les moyens, on vient les trouver au Congo. Parce que le sous-sol congolais est riche. Il y a en Centrafrique, nous savons tout ce qui se passe. Donc, il faut qu'il y ait une cohésion d'action. Si en 20 ans, on a utilisé des milliards, on aurait pu procéder autrement. On aurait pu procéder autrement. Donc, il ne faut pas à chaque fois attendre qu'on tue un de vos concitoyens. Je crois que les autres pays de l'Europe doivent s'associer à l'Italie, aider le Congo, les autres pays, à avoir une armée. Parce que si le Congo, la mission est là depuis 20 ans, donc cela montre les limites. C'est un échec. Si en 20 ans, vous n'avez pas pu régler la crise, tant que le Congo sera riche, parce que, il faut le dire, hein, les puissances occidentales aussi, ils en profitent. Parce que si sa femme a parlé de trahison, est-ce que c'est une mission réellement officielle? La trahison, c'est par rapport à quoi? Donc il faudrait que l'on interroge, parce que moi je dis, les Occidentaux n'ont aucun intérêt que l'Afrique soit un continent pacifié. Parce qu'on est prêt. C'est dans ce désordre-là, c'est dans ces différentes guerres que les puissances occidentales tirent leur fortune. Parce qu'au moment où nous, Africains, on est préoccupés à s'entretuer, les gens ont la liberté d'action, d'exploiter nos ressources. Donc il va falloir que les présidents africains comprennent que le bonheur de l'Afrique ne dépend que des Africains. Il faut qu'il y ait une cohésion d'action, il faut qu'il y ait une unité d'action. Tant qu'on ne va pas s'entendre pour dire le problème qui se passe au Congo, les milices, les groupes, avec une centaine de groupes, ils peuvent se déplacer à tout moment, ils peuvent aller dans d'autres pays, parce que quand ils seront coincés au Congo, ils vont se déporter vers les autres pays. Donc il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Ce n'est pas forcément les problèmes politiques qui divisent l'Afrique, mais il y a aussi, ils appellent ça économie de guerre, tant que les rébellions seront alimentées. Parce que derrière ces rebelles-là, il y a forcément des mains politiques. Donc il faut régler une fois pour toutes le problème. Et là, et occidentaux et américains, chacun sera en paix. Alors, qui aurait tué donc l'ambassadeur italien? Les autorités congolaises accusent les rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Les rebelles ont communiqué dans la foulée
pour dire que ce n'était pas eux qui étaient donc à l'origine. Donc ils savent que cela était sur le territoire. Mais ils ne sont pas neutralisés. Le gouvernement savait que cette partie-là, les gens sont là, mais ils ne sont pas neutralisés. Vous savez, c'est dommage. On a mal au cœur quand on parle de notre continent. Mais après 1945, l'Allemagne a été occupée par les armées des vainqueurs. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, j'étais en Allemagne. Il y avait le mur, tu ne pouvais pas aller de l'autre côté de l'Allemagne. Il y a des gens qui ont leur oncle là-bas, etc. Mais aujourd'hui, ce grand Allemagne s'est unifié, s'est pacifié. Et ils avancent. Chez nous, c'est dramatique. Alors que l'Allemagne a fait pire. Elle a fait pire que ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un rapport de dominant à dominé. C'est ce qui se passe. Nous sommes encore indépendants. Nous sommes encore dans le système de l'esclavage économique et politique. L'Afrique est encore dans le système de l'esclavage économique et politique. Regarde nos élections dans nos pays là. Nous ne sommes pas contrôlés par nos populations. Nos élections sont contrôlées par le pouvoir néocolonialiste et leurs commanditaires qui sont derrière, qui tirent les ficelles, les multinationales, qui vous disent il faut faire ça, qui mettent les pions, au péril de la vie des populations innocentes. Les élections, maintenant, il faut tuer. Les élections, maintenant, il faut des coups d'État techniques et scientifiques qu'on appelle démocratie des élites. Donc, il y a tout un amalgame qui nous gouverne. On n'est pas, c'est-à-dire que nous avons quitté le système de l'esclavage brutal, direct, de la colonisation brutale, au système de l'esclavage moderne. Mais ça tue plus. Parce que tu vois des gens dans la rue qui sourient, qui sont bien habillés, mais ils souffrent. C'est-à-dire qu'on est en lutte permanente. C'est pourquoi nous sommes terrorisés. C'est ce qu'on appelle le terrorisme économique. Nous sommes terrorisés dans nos chairs. Alors, quand on prend le Congo est une miniature en Afrique. C'est un exemple en Afrique. Quand on parle de la RDC, c'est pas possible que ce peuple, avec ce vaste territoire et ces richesses-là, le Congolais est pauvre. Le Congolais cherche à manger. Le Congolais est dans les autres pays, il se cherche. C'est normal ça? Vous pensez? Vous pensez que c'est normal? Et les gens sont au sommet en train de porter des costumes, des cravates, en train de parler des gros mots, de s'entre-déchirer. C'est Kabila, c'est Tshisekedi, c'est Kotumbi, etc., etc. Il fallait qu'aujourd'hui, qu'on tue un ambassadeur pour que, n'est-ce pas, la communication politique même soit mise en berne. Alors que c'est l'aspect le plus important. Alors donc moi, vraiment, je crois que la conscience est beaucoup plus motivée maintenant. Les gens comprennent, les populations comprennent. Nous sommes en train de nous exprimer au niveau d'une télévision internationale, très crédible d'ailleurs. Et la jeunesse qui écoute comprend ou apprend. Donc c'est une télévision qui informe, qui conscientise, qui montre la voie à suivre. Mais vous savez, le peuple qui a faim, forcément trouvera sa voie à suivre. Si on ne l'aide pas à suivre sa voie d'une façon passive, ou bien du modèle pacifique, mais il suivra sa voie d'une façon violente. Alors moi je crois que la responsabilité est entièrement partagée. Il faut que les élites, les intellectuels, les cadres, la société civile africaine se lèvent pour libérer l'Afrique. C'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on dit sur la place, oui, on a tué l'ambassadeur, il était dans une zone, à l'insécurité. Mais quelles sont les causes? Pourquoi? Pourquoi le Congo martyre depuis 1884-85? Le Congo gouvernait, la Belgique fait combien? Le Congo fait plus de 85 fois la Belgique. Il y avait un roi Léopold II qui avait été... Le Congo était sa propriété privée pendant 23 ans, 24 ans. Propriété privée. Il a le droit de mort sur tout le monde et sur le pays. C'est ce Congo-là dont on parle.
C'est pourquoi il faut voir les causes endogènes, les causes profondes, les causes historiques et amener une analyse contextuelle de la situation et trouver une solution endogène au problème du Congo. Ça fait très mal, hein? Alors, Moïse Soudé, aujourd'hui, les diplomates accrédités à Kinshasa doivent faire connaître au préalable aux autorités leur déplacement à l'intérieur de la RDC. Que traduit cette communication de l'État central? Non, ça veut dire que l'État veut désormais contrôler les déplacements. C'est pas... Je dis, ce que les Occidentaux ne font pas chez eux, pourquoi ils font ça chez nous? Vous êtes ambassadeur, vous représentez un État. Et toutes vos activités devaient être... L'État central, l'État dans lequel vous officiez devait être informé. Ça veut dire quoi? Que l'État veut désormais contrôler ce qui se passe, veut contrôler les mouvements. Parce qu'il faut qu'on le dise, vous voyez ce qui se passe actuellement avec le groupe Bolloré. Vous voyez ce qui se passe? Quel intérêt Bolloré avait à financer les élections présidentielles au Togo et en Guinée, si ce n'est pas des intérêts? C'est la même chose au Congo. C'est la même chose au Congo. Simplement, on y vient parce que le Congo, on a dit, c'est un scandale géologique. Et c'est le sous-sol congolais qui intéresse les gens. Ce n'est pas la vie des Congolais. Comment tuer davantage les Congolais pour accaparer la richesse du Congo? C'est ça qui intéresse. Donc je dis, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que les multinationales, ils sont prêts à tout. Pour garantir les intérêts, ils sont prêts à tout. Si l'État congolais peut vraiment suivre cela, c'est-à-dire que désormais, tout ambassadeur qui veut bouger doit donner son itinéraire. On lui a donné un itinéraire initial, mais il a refusé. Ça veut dire que la mission n'est pas une mission réellement officielle. On a peut-être dit qu'on veut aller visiter un projet entre griffes, mais on voulait faire autre chose. Parce qu'il ne peut pas informer ça. C'est une mission officielle, il n'a même pas besoin d'en parler en privé à sa femme. Donc c'est au-delà de ce qu'on nous a dit officiellement, il y a autre chose qui se passe. Donc il va falloir que les Africains se lèvent. Parce que nous sommes indépendants dans la dépendance. Nous sommes indépendants dans la dépendance. Vous savez, quand vous regardez dans les pays francophones, les pays francophones qui n'ont pas de ressources dans le sous-sol n'ont pas de ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'on va prendre chez eux? Mais les pays, depuis que le Congo est indépendant, le Congo n'a jamais eu la paix. Le Congo a pourtant tout pour être riche. Le Congo a pourtant tout pour être en paix. Mais celui qui est en face, si le Congo est en paix et que tous les Congolais parlent le même langage, on ne peut pas exploiter le Congo. Et c'est ce que je voudrais que les présidents africains comprennent. Et qu'on dépasse nos égos, que chacun oublie son territoire pour dire « moi je suis président de tel pays ». Non, si le voisin n'est pas en paix, forcément je ne suis pas en paix. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est le reflet de ce qui se passe dans les pays environnants. Et tant qu'on ne va pas s'entendre pour pacifier ces pays-là, le Congo ne rend pas en paix. Si le Congo peut contrôler à la seconde près tous les diplomates étrangers qui sont là, parce que le Congo est conscient que ces diplomates, au-delà de la mission officielle, ils font du commerce, ils développent des activités économiques, ils aident leur État à exploiter davantage le Congo. Donc, si le président Tshisekedi l'a dit, il faut qu'il ait les moyens, parce que quand vous voulez contrôler un État occidental, c'est votre fauteuil qui est en jeu. Parce que ce même État peut susciter dans votre propre camp de la rébellion pour faire partie. On a vu ça dans d'autres pays. Donc, il faut que les Congolais désormais sachent que le bonheur du Congo dépend de leur entente et de leur unité d'action. Voilà, c'est clair et net. Mais le Congo n'a jamais été indépendant. C'est indépendant, hein? C'est pourquoi ils sont indépendants dans la dépendance. En fait, c'est ce que je dis souvent quand je vois nos pays qui célèbrent la fête de l'indépendance. Je dis non, c'est une erreur fondamentale, c'est une faute. On doit célébrer la fête de la dépendance nationale. Le problème est que nous devons faire le diagnostic. Pendant les fêtes qu'on dit indépendants, on nous a donné notre souveraineté nationale. Nous devons pouvoir s'asseoir et dire, mais faisons le bilan. On a quitté où, on est où? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Où est-ce qu'on va? Et laisser les populations discuter. Parce que la référence, c'est quel est l'impact de ce que nous faisons, nous les gouvernants, sur les populations. Mais on n'écoute pas les populations. Hein? Oui, c'est comme si aux Nations Unies, on a dit on est trop nombreux en Afrique. Ils ont mis beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. À la CEDEAO, les chefs d'État sont réunis pour dire oui, nous sommes nombreux. Il faut nous diminuer. Mais c'est un drame. C'est-à-dire que nous, on ne réfléchit pas par nous-mêmes. Nous sommes télécommandés, téléguidés. Par contre, il y a des patriotes africains
il y a des patriotes, du moins parmi les dirigeants, mais leur action, c'est-à-dire que ce qui manque, c'est coordonner leur action. Ils doivent pouvoir coordonner leur action. Et je vous assure que, étant dans la société, je suis dans la masse, il y a une masse critique de grands intellectuels, patriotes, mais ils sont très loin de la gouvernance. Très, très loin de la gouvernance. Et il y a d'autres qui sont privilégiés, qui sont dans des prébandes, qui ont des salaires faramineux, des voitures. Eux, ils pensent que... Excusez-moi, c'est pas le problème. Excusez-moi. Alors que cette inaction-là, eux, ils devaient coordonner leurs actions, être dans la dynamique de la libération de l'Afrique. Cette inaction-là, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'action de colonisation de l'Afrique. Parce que eux, c'est ce qu'on appelle des aliénés culturels, des aliénés qui pensent que eux, c'est des privilégiés. Alors c'est eux, sur ces aliénés-là, sur lesquels, n'est-ce pas, nos gouvernants s'appuient, les gouvernants extérieurs s'appuient pour pouvoir soumettre nos pays. Alors, c'est pourquoi, vous voyez, les périodes vont se succéder. Hein. À partir de maintenant, dans 5-10 ans, vous allez voir une dynamique de révolution populaire qui ne va jamais accepter à la tête de nos États des impérialistes, des gens qui gouvernent parce que c'est eux qui... c'est-à-dire que le pays leur appartient. Les gens qui gouvernent parce que c'est eux qui ont le droit de vie et de mort. Les gens qui gouvernent parce que c'est eux qui ont les moyens. C'est eux qui comptent. Alors que il faut aller dans une dynamique de changement de communication politique. Faire comprendre, je salue le passage du PRPB. Parce que pourquoi je prends référence sur le PRPB? Le passage de Rawlings au Ghana également. Pourquoi je salue cela? Ceux-là ont aidé à l'élévation de la conscience citoyenne populaire. En leur disant, le pouvoir là, c'est vous qui êtes le pouvoir, c'est pas moi. Ce que je mange là, c'est vous qui cultivez pour que je mange. C'est vous qui me payez. C'est vous qui payez nos ministres. Donc en réalité, qui a le pouvoir? C'est le peuple. Parce que vous allez vers ce peuple-là, vous lui dites, élisez-moi, pardon, si vous m'élisez, je vais faire ça, je vais faire ça. Cette communication même doit changer. Je vais faire ça. La communication doit être, nous allons. Et j'ai vu durant tout le mandat de Mathieu Kérékou, il n'a jamais dit je. Il dit nous allons. J'ai vu Rawlings durant toute sa révolution pendant les 10 années, qui va vers les populations pour leur dire, attention, ce que j'inaugure comme ça là, c'est pas mon argent, c'est les Blancs qui m'ont prêté de l'argent, c'est vous qui allez payer. Vous voyez cette communication politique, qui est une communication politique vraie, qui tire les populations vers le bas, qui permet aux paysans de comprendre, je suis important, hein, donc c'est moi qui suis acteur de développement. Mais ils viennent avec leur costume, et tout ce qu'ils ont dit, ils sont dans des voitures pour dire aux populations, je vais mettre le goudron au ciel, je vais mettre le goudron dans la mer, etc., etc. Ce temps-là est révolu maintenant. Et maintenant, ils ont compris que les populations ont une mentalité révolutionnaire. Ce qu'ils font maintenant, c'est les coups d'État constitutionnels et institutionnels. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc la RDC ne souffre que de ces mots. Encore une fois. Parce que la RDC, moi, quand la RDC est libre, moi, ça va m'impacter en tant qu'Africain. Je vivrai de la RDC, parce que la RDC seule peut être la locomotive pour tirer l'Afrique, n'est-ce pas, des ténèbres. C'est ce qui est important. C'est de cette RDC dont nous parlons, c'est extrêmement important. L'analyse, oui, on a tué un... etc., etc. Il faut pousser plus l'analyse d'une façon beaucoup plus approfondie. Alors, on ne parle évidemment pas que de l'ambassadeur italien tué. Il y a une dizaine de civils qui ont été tués le week-end écoulé, toujours dans la zone est du pays. On parle d'attaques imputées aux rebelles ADF, Front démocratique allié. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas comme une recrudescence des attaques contre les populations civiles en RD Congo ces derniers jours, ces dernières semaines? Et si oui, à quoi cela pourrait-il être? Non, vous voyez, les responsables, tout le temps, on s'est préoccupé de la politique. On s'est préoccupé de donner au Congo une image à l'extérieur.
on a oublié les populations. Parce que ceux qui se rebellent, ce sont les populations, forcément, qui sont affamées. Le Congo ne peut pas être riche et les Congolais pauvres. Et les gens, ils se disent, ceux qui nous gouvernent prennent suffisamment leur part. Et la meilleure façon pour nous de prendre notre part, c'est de prendre les armes. Et je crois qu'il va falloir que l'État congolais commence par comprendre. Tout à l'heure, la ministre a parlé des causes. Pourquoi les gens décident chaque fois de tuer? Pourquoi les gens... Qu'est-ce que l'État peut faire pour les rassurer? Parce que quand vous constatez que vous souffrez et que ceux qui vous dirigent sont suffisamment riches, ça pose un problème de conscience. Donc c'est une forme de révolution, c'est l'expression d'un mécontentement. Parce que, vous voyez, vous l'avez rappelé, on tue des Congolais tout le temps, mais personne n'a réagi. Mais dès qu'on a touché aux colons, les gens réagissent. Donc il va falloir que l'on s'asseye pour dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que nous pouvons tous faire pour cesser? Parce que eux, ça ne leur dit rien du tout. Ils sont habitués à tuer. Et ils ont appris à tuer. Ils tuent pour vivre. Parce qu'ils se disent que ce qui devait leur revenir de droit, ils ne l'ont pas. Donc il faut se venger. Donc je crois qu'il faut pousser le débat un peu plus loin. Et ce n'est pas quelques analyses, mais il faut voir pourquoi le Congo, depuis des années, ne veut pas se falsifier. Pourquoi de jour en jour, de nouveaux rebelles naissent? Pourquoi? Et quand nous allons répondre à ces questions-là, parce que celui qui a faim, et qui ne trouve pas à manger, et qui voit que celui qui est en face de lui, il mange, il s'habille très bien, ça crée en lui un sentiment de révolte. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on amène les Congolais à vivre du Congo. Dès que les Congolais vont comprendre que ceux qui sont là sont soucieux du devenir et de l'avenir des populations, je crois que la rébellion va diminuer un peu. Mais tant qu'on va rester là-bas, on va tenir des discours, on va donner la possibilité aux multinationales de venir nous exploiter parce que nous, on a quelques prébendes, la population mécontente va toujours prendre les armes. Nous avons les facteurs endogènes également. Et vous savez, les pays limitrophes, là, chacun crée une rébellion là-bas pour venir exploiter. Vous savez, l'intelligence de Kabila, à un moment donné, entre la frontière Rwanda-Congo, c'était terrible. Hein? C'était terrible. Le Rwanda venait jusqu'à s'installer à un certain niveau. Mais Kabila est obligé d'aller voir Kagame pour lui dire, mais il ne faut pas qu'on s'entre-déchire là. Discutons comment chacun va bénéficier. Ce sont ces accords-là qui font que le Rwanda, d'une façon officielle, n'intervient pas. Parce que le Rwanda estime qu'il est en insécurité. Son alibi, c'était « Je suis en insécurité parce que les rebelles contre moi sont de l'autre côté, donc je vais les pourchasser. » En réalité, en les pourchassant, ils exploitent les ressources. Parce que le Rwanda a quelles ressources? On dit le Rwanda, oui, l'économie, etc. Je suis d'accord que Paul Kagame, dans la gouvernance, il a fait une gouvernance sans corruption. Il ne s'est pas enrichi, il n'a pas laissé les gens enrichir. C'est pourquoi les ressources vont directement vers les populations. D'accord? Mais le Rwanda a quelles ressources? Si ce n'est que de vivre du Congo. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je souhaiterais qu'il y ait un impérialisme interafricain. Que quand il est trop riche, les pays limitrophes bénéficient de cela, que de laisser les multinationales à l'extérieur, qui viennent non seulement vous mélanger, mais qui pillent vos ressources. Depuis combien d'années ça ne peut pas cesser? Donc, il faut qu'il y ait, ce n'est pas, une conférence. Il faut que l'Union africaine, avec les organisations régionales, là, s'assoient pour faire une conférence économique, trouver des solutions endogènes qui puissent permettre à chacun de trouver son compte. Mais que les populations puissent... tu vois, de cet amalgame, de ce mélange, n'est-ce pas? Nous avons vu éclore au Congo des Congolais multimilliardaires en dollars qui ne se déplacent qu'en jet privé. Eux, ils sont pas inquiétés. Hein. Mais eux, ils font quoi avec les rebelles là? Ils ont quel deal avec les rebelles là? Est-ce que ceux-là, même ceux-là seulement, en mettant leurs forces ensemble, ne pourront pas aider le gouvernement à éradiquer cette rébellion? Si, mais ils ne vont pas le faire parce que ce n'est l'intérêt de personne. C'est l'intérêt de personne. Donc le problème congolais, si... À moins qu'il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, dans certains pays africains, je crois qu'il doit y avoir des confrontations violentes conduites par les populations pour que l'ordre soit établi.
Vous savez, le monde même est pacifié à partir de la guerre, les deux guerres. Quand les deux guerres sont faites, les gens disent ouh, maintenant là, il faut s'asseoir, il faut éviter pour que cela, plus jamais ça. Parce que Dieu nous a amené un Hitler qui dit je vais exterminer le monde et contrôler le monde. Donc, il ne faut pas qu'on attende que cela soit trop tard. Parce qu'on ne peut pas être en train d'acculer les populations tout le temps, c'est pas possible. Et j'ai dit, aujourd'hui, la demande sociale, elle est très forte. Et quelle demande sociale? C'est pas souvent les paysans, même le paysan qui est au village là, il a son WhatsApp maintenant. Il est au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Surtout cette jeunesse intellectuelle africaine, diplômée, des millions qui sont au chômage, qui n'ont pas d'issue. Et aujourd'hui, vous voyez, ceux qui se mettent dans la mer là, l'OIM a dit en 2020, il y a 539 Sénégalais qui sont morts dans la mer. Et parmi ces Sénégalais-là, il y a des diplômés, des étudiants, c'est-à-dire des gens qui ont même abandonné leurs emplois parce que ça ne les nourrit plus pour aller vers l'Eldorado. Alors que l'Eldorado se trouve ici, en Afrique. Regardez-moi ce paradoxe-là. C'est ça, il faut pointer du doigt les responsables et situer les responsabilités. Sinon, on fera... Et puis, et mener une action. Hein. Nous sommes dans l'action, et nous sommes dans la théorie et dans l'action également. Mais il faut de l'action aussi. L'action est beaucoup importante. Si on veut laisser nos pays dans la main de ces gouvernants, c'est une révolution qui va les balayer. Et la révolution est en cours. Hein. C'est en cours. Parce que les populations aujourd'hui, ils sont prêts à verser le sang, de vivre dignement ou de verser le sang aujourd'hui. C'est dans cette dynamique où nous sommes. Alors on parle de plus de 122 groupes armés actifs dans 4 zones, 122 groupes armés. À qui profite le crime? Je vais vous dire ce qui se passe. Quand vous, Johannes, vous avez créé votre rébellion pour exploiter une partie du pays, et que moi-même j'ai envie de faire la même chose, je crée ma rébellion. Parce qu'il me faut les moyens pour... Et on va recruter dans ces jeunes oisifs-là, qui sont à la recherche d'un travail. Quelqu'un à qui on dit, je peux te payer 50 000 francs chaque mois. Et pour cela, tu vas m'aider à exploiter les autres. Parce qu'il y a les opérateurs économiques. Ceux qui vivent en jet privé, ils ont fait quoi? Ils gagnent quel salaire si ce n'est pas les affaires? Donc chacun crée sa rébellion, son groupe armé pour pouvoir se faire de l'argent. Quand vous allez au Congo, vous allez voir, c'est ce qu'on prend là, on leur donne quelque chose. D'habitude, on les drogue, on leur donne de la nourriture, on leur trouve des femmes et ils se rebellent pour permettre à des gens de s'enrichir. Tout opérateur économique a intérêt à ce qu'il y ait de la rébellion. C'est comme une société privée que chacun crée pour se faire de l'argent. Chacun crée sa rébellion pour pouvoir avoir droit à une partie des ressources du sous-sol. En plus de ces rebelles-là, il y a les multinationales. Donc personne n'a intérêt à ce qu'il y ait la paix au Congo. Parce que dès que les Congolais, comme l'a dit la ministre, vont commencer par la rébellion, je suppose qu'un jour, le gouvernement, le conseil des ministres, la population débarque là et prend en otage tout le gouvernement. Les gens comprendront l'importance. Ils comprendront réellement parce que c'est difficile pour un Congolais qui a appris en histoire ou en géographie que son pays est riche, que les ressources du Congo suffisent pour entretenir toute l'Afrique. Mais il se rend compte que lui, diplômé, il n'a même pas d'emploi. Il n'a pas d'emploi. Il se rend compte que lui, ses parents n'ont même pas le minimum, alors que des gens sont immensément riches. C'est ça qui fait que les gens entrent là dans la rébellion. On entre dans la rébellion pour prendre sa part des ressources du pays. Et c'est la seule façon pour les Congolais aujourd'hui de vivre. Parce que s'ils ne rentrent pas dans la rébellion pour prendre leur part des ressources, c'est les puissances étrangères qui s'enrichissent. Et tant que les autorités, les gouvernants vont trouver leurs dividendes dans le commerce des autres, ils n'ont aucun intérêt à ce que le pays soit pacifié. La responsabilité est donc politique. Oui, la responsabilité est... Parce qu'en fait, c'est le politique qui gouverne. Hein? Parce que dans un pays, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de la méthode et de l'organisation. On ne peut pas dire à tout le monde viens gouverner. Donc la responsabilité est politique. Et le politique a démissionné. Le politique a démissionné parce que le politique est galvaudé. Le politique qui doit être au service des populations est devenu une politique au service d'une minorité, d'une classe. Une politique qui est télécommandée et téléguidée. C'est ça, tout le drame se trouve à ce niveau-là. Et vous voyez, quand on rappelle Patrice Lumumba, qui a été assassiné, pourquoi? Parce qu'il voulait libérer le Congo politiquement et économiquement.
Mais ils l'ont assassiné. Les commanditaires, ce sont ces puissances extérieures là. Ce sont ceux-là qui sont... Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait un mieux que pas pour dire c'est nous qui avons fait. Alors, depuis lors, vous savez, quand un pays perd ses repères, il s'enfonce dans l'anarchie. Il s'enfonce. Alors, Mobutu a été pendant près de 40 ans. Mais le mérite qu'il a, c'est... Le pays n'a pas été divisé. Le pays est resté le grand RDC. Oui, exactement. Ce mérite, il l'a. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fallait pas tuer Lumumba. Il fallait faire bloc derrière Lumumba, mais évidemment, les forces multinationales, les forces occidentales, voilà les conséquences que nous sommes en train de... Donc, quelle politique nous gouverne? La question se pose à ce niveau-là. Quelle politique nous gouverne? Nous gouvernons avec la mentalité, la position, l'intérêt des autres, ou bien nous faisons une gouvernance endogène? Toute la question là se pose. La responsabilité revient donc aux Africains. Oui, c'est pourquoi c'est une question de conscience collective. Je dis, tant que les Africains ne se diront pas que seuls les Africains peuvent développer l'Afrique, ça ne marchera pas. Parce que si c'est les programmes nous sont proposés par l'Occident sans tenir compte des réalités endogènes, c'est pas possible. On ne peut pas venir plaquer aux Africains ce dont ils ne sont pas habitués. Les Africains ont les ressources. Imaginez, vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Congo, vous prenez le Nigeria, vous prenez le Ghana. On a dit les pays, ils ont de l'or, ils ont des ressources. Mais pourquoi l'Afrique aujourd'hui n'est pas le premier des continents? Parce que les autres ne veulent pas. Et malheureusement, pour exploiter l'Afrique, on passe toujours par les Africains. On passe toujours par les Africains. Il y a des présidents africains qui continuent de recevoir des ordres des chancelleries étrangères. La majeure partie. Donc, tant qu'on ne va pas comprendre que vous avez été élu par vos populations pour faire le bonheur de vos populations, mais pas pour donner une belle image de votre pays aux Occidentaux, eux, ils vous maintiennent au pouvoir. Le temps de vous exploiter. Le jour où vous vous opposez à cette façon de diriger, on vous assassine. Donc, il va falloir que l'Union africaine vraiment prenne ses responsabilités. Sinon, ça va continuer à pas être le machin dont on parle. Mais il faut que, entre Africains, qu'on se dise la vérité. Nous allons développer l'Afrique à partir des ressources de l'Afrique et à partir des Africains. Des compétences. Donc, l'Afrique a des compétences. Et il faut une révolution des mentalités. Il faut que désormais les présidents africains se disent, nous sommes élus par nos compatriotes pour développer les pays. Nous ne sommes pas élus pour faire la volonté de l'Occident. Ne sommes-nous pas en train de faire des incantations sur ce plateau? Dans aucun pays, je ne vois réellement ce que vous prônez et se mettre en place. Ouais, mais dans aucun pays sur le continent. C'est ce que nous voulons. Oui. Que nos ports là, soient gouvernés par nous. Que nos aéroports. Mais ce n'est pas nos eaux. Mais ce n'est pas demain la veille. Notre électricité. Ce n'est pas demain la veille que le Sénégal va abandonner les entreprises françaises dans les hydrocarbures. Pas le Sénégal, c'est un système. C'est le système qu'il faut remplacer. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui est en train de gouverner au Sénégal. C'est un système Macky Sall qui est en train de piller les ressources au profit des autres et d'appauvrir le pays. C'est de cela, ce système-là, c'est simple, c'est visible, c'est clair et net. Notre port là est dans la main des Français. Notre eau là, qu'on boit là, c'est dans la main des Français. L'électricité, c'est dans la main des Français. Notre ressource, les ressources halieutiques là, c'est dans la main des multinationales. Nos terres sont vendues aux multinationales. Qu'est-ce que la population a finalement? On a quoi au Sénégal? Dites-moi, on contrôle quel secteur? C'est les opérateurs économiques sénégalais traînent, ils sont derrière quoi. Quand cela va-t-il changer? Mais il faut changer de tête. Nous avons des têtes aujourd'hui. Regarde, on est en train de faire la chasse à Ousmane Sonko aujourd'hui. Parce qu'il incarne un système de changement. C'est tout. Tout le complot d'État, l'appareil d'État, le complot français est derrière cette jeune-là. S'ils le touchent, ils vont toucher le peuple sénégalais. Et ils vont toucher le peuple africain. Nous avons besoin de ces gens-là en Afrique. Des gens-là qui disent, mais c'est trop aussi simple, notre ressource, nous voulons que ça soit à la disposition de nos populations. Est-ce que c'est un crime ça? Mais battons-nous pour ça. Qui peut porter ce... Vous savez, on a des opposants qui... Non, quand j'ai vu... Qui prêchent mots et merveilles, quand j'ai vu la situation parfois actuelle de Bolloré, j'ai dit, voilà, ouais, la plupart des ports en Afrique, est-ce que vous allez me dire qu'il n'y a pas de tête pensante en Afrique pour qu'on aille chercher des blancos pour venir diriger nos sociétés d'État? Attention,
nous avons quand même des gens qui ont étudié, qui ont montré leur capacité à gérer. On a traité le Bénin de désert de compétences. Quand on a des gouvernants qui ne veulent pas compter sur leurs compatriotes, des gens qui sont allés à l'école, des gens que même l'État a formés avec ses propres moyens, et qu'ils reviennent au pays, vous les mettez au garage parce que vous estimez que ce ne sont pas des gens à manipuler facilement, que le blanc, on peut le manipuler, on veut mettre le blanc à la tête de nos économies. Là, comment ça va développer? Vous voyez comment au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Togo, les blancs sont partout. Partout, alors que chez eux, pratiquement, ils ne sont rien. Mais chez nous, quand ils viennent en Afrique, on les prend pour des rois. Je dis, il faut que les responsables, les gouvernants africains se disent, dans notre pays, il y a des gens capables de faire le travail. Mettons-les à l'épreuve. Parce que quand on dit désert de compétences, pourtant il y a des compétences que nous refusons. Parce que tant que l'homme politique va dire, je mettrai à la tête d'une société mes partenaires politiques, on va sacrifier la compétence sur l'autel des intérêts politiques. L'Afrique ne va jamais évoluer parce que, vous voyez, moi je ne sais pas quel intérêt Bolloré a à financer une campagne électorale. Si ce n'est pas pour exploiter le phosphate togolais, si ce n'est pas pour exploiter les ressources de la Guinée, sinon on veut élire un président en Afrique, un opérateur économique occidental met son argent dans l'élection d'un président. Vous pouvez comprendre ça, que c'est, bon, tu es là, tu fais ma volonté, parce que j'ai financé ta campagne, tu me donnes tout ce que je te demande. C'est ça la réalité africaine. Lamine Cissé, mot de fin? Oui, mot de fin, vous savez, le Congo, quand on parle du Congo, on parle de l'Afrique d'une manière générale. C'est pourquoi ça excite les fibres patriotiques, les fibres panafricaines. Et ce que je souhaiterais est que ces populations, jeunes, vieux, etc., nous levions pour nous donner la main, pour enfin libérer l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui va tirer le monde de demain, bientôt. Parce que c'est l'Afrique aujourd'hui. C'est son tour. L'Afrique était, mais l'Afrique revient. Et cela ne se fera pas sans des hommes de qualité et des femmes de qualité. Une note d'espoir sur laquelle nous clôturons cette émission. Merci à vous. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur SICA.